Du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle masterclass organisée par Influence for You. Pour info, la masterclass va durer environ 1 heure. On a aujourd'hui la chance d'accueillir Salomé Torres, qui est avocate au barreau de Paris et qui va pouvoir répondre à toutes vos questions sur le statut juridique et le régime fiscal adapté à votre activité d'influenceur. Pour information, juste avant de commencer, on va vous envoyer cette présentation juste après la masterclass et vous pourrez aussi retrouver le replay de cette masterclass en ligne sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter. Vous aurez d'ailleurs un petit récap de la masterclass directement depuis nos stories Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à nous taguer si vous partagez du contenu sur vos réseaux sociaux. On peut y aller, slide suivante. Alors, on va tout d'abord sur la slide Influence for You. Parfait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien, Influence for You, c'est une agence conseil et une plateforme de marketing d'influence. On existe depuis 2012 et on a une quarantaine d'experts uniquement spécialisés sur marketing d'influence. On travaille vraiment sur tout type de secteur, avec tout type de marque. Et donc, on travaille vraiment avec tout type de créateurs de contenu, que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Facebook. Enfin, on travaille vraiment sur tout type de réseaux sociaux. Donc, comme j'ai dit, on est une quarantaine. Et l'idée de cette masterclass, ce sera de répondre à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à les poser directement sur la présentation, dans le chat de Zoom. On y répondra soit en live, soit justement à la fin de la masterclass. Et pour me présenter rapidement, moi, c'est Aurélie Balesta. Je suis Head of Brand Content chez Influence for You. Et donc, mon rôle, c'est de manager au sein d'Influence for You l'équipe des chefs de projet. Donc, ça va être l'équipe qui va effectivement gérer les projets. On est en général des personnes qui sont en contact direct avec vous, créateurs de contenu, dans le cadre de tous les projets qu'on va pouvoir mettre en place, soit soit pour les projets sur mesure, soit sur notre plateforme. Donc, si vous avez des questions aussi plus précises sur Influence for You, surtout, n'hésitez pas, on pourra y répondre à la fin. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Salomé qui va pouvoir se présenter et entrer un peu plus concrètement dans le vif du sujet. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Salomé Torres, je suis avocate au barreau de Paris et j'interviens principalement donc, en droit des contrats, droit des sociétés et plus particulièrement en droit fiscal. Aujourd'hui, comme l'a dit Aurélie, du coup, je vais essayer de vous présenter les structures qui peuvent être adaptées à l'activité d'influenceur, le régime social et le régime fiscal qui en découlent, pour que vous ayez une idée à peu près des obligations qui vous incombent et que vous puissiez choisir le statut qui est le plus adapté pour vous. Alors, il faut savoir que dans le cadre de cette présentation, je vais utiliser le terme influenceur pour le créateur de contenu, TikToker, YouTuber, Instagrammeur. Enfin, je vais généraliser parce que je ne peux pas le dire pour tout le monde à chaque fois et que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et il faut également savoir que les seuils que je vais présenter, donc vous allez voir dans le cadre de la présentation, il y a certains seuils que je vais présenter, des seuils de chiffre d'affaires notamment, qui sont spécifiques à l'activité d'influenceur et à l'activité de prestation de services, puisque vous vendez vous vendez vos services, vous vendez une prestation, vous mettez en avant du contenu et ce n'est pas applicable aux commerçants. Donc, si jamais vous envisagez de l'adapter à autre chose, il faut savoir que tout ce que je dis n'est pas adaptable pour les autres statuts et qu'il faut qu'il faut se référer à d'autres seuils, d'autres règles pour ça. Donc, comme vous le savez, l'activité d'influenceur, c'est pas une activité qui est réglementée, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas de diplôme particulier, de spécialisation. En revanche, comme pour tout type d'activité, dès que vous envisagez de percevoir 1 euro, vous avez l'obligation de déclarer cette activité. Même 1 centime, vous avez l'obligation de déclarer cette activité. La seule exception, c'est si vous êtes rémunéré en nature, c'est-à-dire si vous percevez uniquement des cadeaux sous forme de sponsoring. Par exemple, une marque vous envoie un vêtement, vous le présentez sur votre blog et vous percevez 0 € à côté. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de déclarer. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui se passe avec Influence for You sur la plateforme sous forme de points, Aurélie. Ça ouais. C'est exactement ça. En fait, sur la plateforme, quand vous vous inscrivez, vous avez le choix entre 3 statuts qui vont être individuels, auto-entrepreneur ou entreprise.
Donc, les deux derniers, c'est évidemment les deux statuts que Salomé va détailler juste après, qui vous permettront de pouvoir nous facturer avec votre numéro ciré. Et le premier statut individuel, en fait, vous permet tout simplement de pouvoir participer à des opérations rémunérées. Et dans ce cas-là, on a en fait créé un système de points qui vous permet donc, de cumuler des points en participant à ces campagnes. Et ces points peuvent être échangés contre des bons d'achat, en fait, des cartes cadeaux. Donc, en fait, voilà, on a remplacé finalement ce système de rémunération par une rémunération en dotation cadeau. C'est pour simplifier surtout dans le cadre de collaboration. Si vous percevez des petits montants, ça peut être intéressant avant de pouvoir envisager d'en faire une activité déclarée avec le statut juridique adapté. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes structures d'exercice qui peuvent être adaptées à votre activité. Faut savoir que je ne peux pas tout présenter, donc j'ai sélectionné les types de structures qui seront le plus adaptés à l'activité d'un influenceur qui est seul, donc je suppose que si vous commencez, en tout cas, vous n'allez pas demain vous associer avec quelqu'un et créer une structure d'influenceur ou avoir 40 salariés pour gérer votre société. Donc je vous présente des structures individuelles. Donc, on a notamment la micro-entreprise qui ne s'appelle plus l'auto-entreprise depuis le 1er janvier 2016, mais c'est la même chose, hein, c'est juste le nom qui a changé. Donc, la micro-entreprise, elle se caractérise par un régime fiscal et social qui est très, très simplifié pour justement permettre à tout le monde de se déclarer. L'inconvénient de cette structure, c'est qu'on limite le chiffre d'affaires à 72 600 euros. Dès qu'on passe ce seuil, on passe dans le régime de l'entrepreneur individuel. Donc, vous êtes toujours tout seul, il n'y a pas de structure sociétaire derrière. Donc, comme pour le micro-entrepreneur, vous allez être responsable à titre personnel des dettes de la société. Pour ne pas être responsable sur votre patrimoine personnel, donc votre patrimoine personnel, qu'est-ce que c'est? Vous avez un téléphone portable, vous avez un ordinateur, vous avez peut-être une voiture, tout ça, c'est votre patrimoine personnel. Si vous décidez d'affecter, si vous avez envie de protéger vos biens personnels, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle l'EIRL. L'EIRL, c'est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, ce sera au moment où vous allez créer votre société, vous allez cocher une case. C'est d'ailleurs obligatoire pour les mineurs, on le verra plus tard. Vous allez cocher une case et vous allez devoir faire l'inventaire de tous les biens que vous souhaitez affecter à votre activité professionnelle. Ces biens-là, c'est ceux qui serviront à éponger vos dettes dans le cas où vous faites faillite. Il faut savoir quand même que l'EURL, c'est un système qui est assez fragile, parce que dès lors que vous fraudez ou que vous avez une gestion qui est anormale, on pourra quand même engager votre responsabilité personnelle et dans ce cas-là, quand même saisir votre voiture que vous aurez décidé d'affecter à de conserver dans votre patrimoine personnel. Donc, il faut quand même le savoir, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous engagez votre patrimoine. Donc, ce n'est pas neutre. Il faut faire attention à ce que vous faites. Si vous avez de grosses dépenses et que vous engagez des dettes, vous serez tenu de les payer sur votre patrimoine. C'est l'avantage justement qu'a l'EURL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, et la société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Ce sont des sociétés qui ont, comme leur nom l'indique, qui entraînent une responsabilité limitée. Leur capital social, donc l'argent qu'on met pour créer la société, ça peut être à partir d'1 euro, ça, il n'y a pas de difficulté. Et les pertes sont limitées aux apports, c'est-à-dire que vous apportez 1 euro, ce que vous allez pouvoir perdre au maximum, ce sera 1 euro sous réserve de faute de gestion, encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de vous laisser faire n'importe quoi et que vous n'en soyez pas responsable. Le problème qu'il y a quand on a une entreprise, une URL ou une SASU, c'est qu'il y a des obligations quand même comptables et de dépôt des comptes annuels qui sont quand même très importants, qui induisent en tout cas l'obligation de recourir à un comptable et qui entraîne du coup des frais supplémentaires. Et puis on verra que la différence entre l'EURL et la SASU, ça se voit surtout au niveau social et fiscal, mais ça on le verra juste après dans le cadre de la masterclass. Puisque vous posez souvent la question à Influence for You et aux personnes qui sont en charge de vous,
vous leur demandez souvent si votre activité est compatible ou non avec la micro-entreprise, parce que c'est le statut qui vous intéresse le plus en général. Donc là, on va faire un petit état des lieux. Faut savoir que quand vous êtes salarié, vous avez la possibilité d'avoir une micro-entreprise. Vous pouvez très bien, à côté de votre activité salariée, avoir une micro-entreprise sous réserve d'une clause d'exclusivité ou d'une clause de non-concurrence ou tout ce qui est assimilé. C'est-à-dire que si votre entreprise, dans votre contrat de travail, dit vous devez réserver tout votre temps, c'est souvent pas rédigé comme ça, mais ils vous payent, entre guillemets, une partie de votre salaire est affectée à cette clause d'exclusivité. Donc, ils font en sorte que vous soyez affecté uniquement à eux. Et la clause de non-concurrence, c'est par exemple si vous décidez de travailler avec une marque qui a des produits qui ressemblent ou qui sont dans la même gamme. Enfin, si vous faites la publicité d'une marque qui est concurrente de la vôtre, ça va forcément poser problème. De la même manière, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du contenu sur votre lieu de travail pendant vos heures rémunérées. Il faut faire très attention parce que ça pourra être une faute, ça pourra entraîner un licenciement. On verra après les sanctions, mais il faut être très vigilant là-dessus. Donc, regardez bien votre contrat de travail. Éventuellement, si nécessaire, informez-en votre employeur. Si vous avez une clause d'exclusivité ou de non-concurrence, demandez-lui l'autorisation. Vous pouvez très bien obtenir une autorisation écrite de votre employeur qui vous autorise exceptionnellement à exercer cette activité et qui est signé un avenant à votre contrat de travail qui vous autorisera à passer outre cette clause pour cette activité. En tant que retraité, vous pouvez également exercer une activité de micro-entrepreneur. Il faut savoir que je ne sais pas si vous voyez les retraités qui viennent déposer les pubs dans les boîtes aux lettres. Et souvent, ils sont sous le statut de micro-entrepreneur, donc c'est très courant. Les étudiants, pareil, on le voit beaucoup plus avec Deliveroo, Uber Eats, mais ils ont la possibilité d'ouvrir une micro-entreprise. Les chômeurs, donc en tant que chômeur, il faut savoir une chose, c'est que vous allez avoir le droit de conserver vos aides au moment de la création de cette micro-entreprise, puisque vous avez l'ARE, donc c'est l'aide, les allocations chômage d'aide au retour à l'emploi, et l'ARCE, donc l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. En revanche, ces deux aides ne sont pas cumulables, c'est-à-dire que l'ARE, ce sont vos indemnités chômage que vous allez percevoir tous les mois. Si vous les conservez au moment de la création de votre entreprise, elles vont être modulées en fonction de votre chiffre d'affaires. Je vais prendre un exemple au hasard, ce n'est pas du tout proportionnel et conforme à la réalité, mais si vous gagnez 3 euros dans le cadre de votre micro-entreprise et que vous avez 47 euros d'ARE, si jamais votre chiffre d'affaires augmente et que vous passez à 45 euros de chiffre d'affaires, on va dire que votre ARE sera de 5 euros. En fait, c'est pour vous permettre de maintenir un revenu un peu plus stable, on va dire, pendant le début de votre activité pour les premiers mois qui sont souvent plus difficiles. La RCE, en revanche, elle va vous être versée en 2 fois. Vous allez avoir à peu près 45% qui va vous être versé au début et l'autre partie qui va être versée 6 mois plus tard. Donc, l'ARE, c'est un montant fixe, ça ne va pas bouger en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous voyez que vous allez percevoir des revenus très importants, je vous invite à demander de la RCE et pas l'ARE, puisque l'ARE va être modulée en fonction de vos revenus. Donc, je vous invite à opter pour la RCE. Pour le fonctionnaire, parce que a priori, c'est une question qui revient souvent, il faut savoir que le fonctionnaire à temps plein n'a pas la possibilité, normalement, d'exercer la micro-entreprise. Sauf autorisation exceptionnelle, mais c'est très rare parce que l'État considère qu'un fonctionnaire doit être entièrement dévoué à son travail dès lors qu'il est à temps plein. En revanche, un fonctionnaire à temps partiel, lui, a la possibilité d'en faire la demande auprès de la commission déontologique à laquelle il est rattaché. C'est une condition qui est indispensable. On verra que les sanctions sont très lourdes. Donc, ne rigolez pas avec ça. C'est très important de faire la demande. Si vous ne la faites pas, vous pourrez être sanctionné financièrement, pénalement, disciplinairement. Donc, ça va très loin. Vous pouvez également avoir une autre activité au sein de la micro-entreprise. Par exemple, vous êtes jardinier, vous êtes micro-entrepreneur jardinier, vous avez envie de développer le pan influence. Vous pouvez très bien donc vous déclarer auprès du centre des formalités des entreprises auxquelles vous êtes rattaché. Vous leur indiquez que vous avez une nouvelle activité, l'activité d'influenceur,
et que vous voulez l'adjoindre à votre micro-entreprise. Dans le sens inverse, vous êtes influenceur, vous voulez avoir une seconde activité, vous pouvez soit créer la micro-entreprise pour les deux au moment dans le formulaire de création, soit dans le courant de votre activité, vous vous adressez au centre des formalités des entreprises et vous adjoignez la seconde activité. En revanche, vous ne pouvez pas avoir deux micro-entreprises. Je ne peux pas avoir une micro-entreprise Salomé Torres, une autre micro-entreprise Salomé Torres, parce que c'est la même personne, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez être président de SAS, donc président même d'une SASU, comme on l'a vu tout à l'heure, et avoir une micro-entreprise, parce que le président de SAS, on le verra plus tard, mais il est assimilé à un salarié. Ce qu'on ne peut pas non plus faire, c'est être gérant majoritaire de SARL. Donc EURL, SARL, c'est la même chose. SARL, c'est plusieurs associés. Avoir une autre micro-entreprise, donc ça, on l'a dit. Et il faut faire attention aussi, il y a des métiers qui ont une déontologie qui empêche d'avoir ce type d'activité. Par exemple, je sais que pour les avocats, c'est pas possible d'avoir une activité d'influenceur parce que c'est incompatible. Au moins, une activité de micro-entrepreneur rémunérée, c'est pas possible. S'agissant du mineur, donc on va distinguer deux choses. On va distinguer le mineur qui a moins de 16 ans et le mineur de 16 ans révolus. Donc 16 ans révolus, c'est 16 ans et un jour. Le mineur moins de 16 ans, c'est un statut qui a fait débat dernièrement parce qu'il y a une loi qui a été votée donc, en fin 2020 et qui est entrée en vigueur la semaine dernière, donc le 20 avril, et qui encadre donc l'exploitation commerciale de l'image des mineurs, donc notamment sur les plateformes en ligne, parce que c'était un statut qui n'était pas réglementé, il y avait beaucoup d'abus. Donc, si le mineur remplit les caractères, les critères du salariat, il doit demander une autorisation individuelle préalable au préfet. Donc, le préfet va lui accorder ou non. Donc, les critères du salariat, c'est un travail effectif, un lien de subordination, une rémunération. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, c'est obligatoire, automatique. Vous demandez l'autorisation au préfet. S'il n'y a pas de relation de travail, si le mineur, dans le cadre de son activité d'influence, a juste un brief à respecter, il n'a pas de lien de subordination réel avec la marque, dans ce cas-là, d'après les nouvelles dispositions, il y aura obligation de déclarer au préfet uniquement lorsque le nombre d'heures cumulées et les revenus engendrés dépasseront un certain seuil. Malheureusement, je ne peux pas vous les donner aujourd'hui parce que le décret n'est pas encore sorti, bien que la loi soit applicable. Ce n'est pas très logique, je vous l'accorde, mais c'est comme ça. Ces formalités devront être respectées donc, par les représentants légaux, puisque le mineur de moins de 16 ans, on se doute bien qu'il ne peut pas tout faire tout seul, donc il faudra que les représentants légaux veillent à ce que ce soit bien respecté. Et les revenus de l'enfant, du mineur, pardon, devront être consignés en majeure partie à la Caisse des dépôts et consignations. C'est-à-dire que l'argent sera bloqué, vraiment une majeure partie, parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, des parents qui ont utilisé l'argent de leur enfant pour eux, et finalement, l'enfant à 18 ans arrive et hop, il n'y a plus rien. Donc, on a créé ça, et dans le mois de ses 18 ans, l'enfant reçoit un petit courrier de la Caisse des dépôts et consignations qui lui explique la procédure à suivre. Je crois que c'est un compte à créer sur Internet. Vous remplissez vos informations et l'argent vous est viré directement sur votre compte bancaire. Je vois juste que j'ai sauté une diapositive sur les sanctions tout à l'heure. Donc, pour l'incompatibilité, je reviens juste dessus une seconde. Pour les salariés, donc sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'au licenciement, et pour les fonctionnaires, parce que c'était sur ça que je voulais revenir, parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait une question sur ça. On a des sanctions donc, disciplinaires si jamais on ne consulte pas la commission. On a des sanctions financières qui consistent à reverser toutes les sommes qu'on a perçues au titre des activités interdites. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer des charges fiscales, payer des charges sociales, et en plus devoir reverser tout le chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Vous allez payer 2 fois plus, c'est vraiment pas intéressant. Et pénalement, ça peut aller jusqu'à une activité qui constitue une prise illégale d'intérêt, donc des sanctions qui sont beaucoup plus lourdes. Je reviens sur le mineur. Donc le mineur qui a 16 ans révolus, lui, il y a encore deux statuts qu'on doit distinguer, mais c'est quand même moins courant. C'est le mineur émancipé qui, lui, a le choix entre la micro-entreprise et la micro-entreprise à responsabilité limitée. Et le mineur non émancipé qui, lui, devra nécessairement ouvrir une micro-entreprise à responsabilité limitée. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est le patrimoine d'affectation, donc avec l'inventaire de tous les biens qu'on affecte à l'activité professionnelle,
et de tous les biens qui restent dans l'activité personnelle. Donc, eux, on les inventorie pas, évidemment, parce que sinon, ce serait trop long. Mais c'est quand même déjà très, très long et très difficile d'évaluer tous les biens que vous allez affecter à votre activité professionnelle. Donc, ce qui se passe, c'est que pour le mineur, vous êtes obligé de vous rendre directement dans un centre. Vous n'allez pas pouvoir créer votre entreprise en ligne, comme je vais le présenter juste après. Vous allez devoir vous rendre dans le centre des formalités des entreprises qui est compétent. Vous n'allez pas pouvoir donc le faire en ligne, c'est un petit peu plus compliqué, mais je sais que là, en période de Covid, faut peut-être en profiter parce que ça se fait par Zoom, justement. Les entretiens se font dans certains URSAF par Zoom, donc il faut en profiter le temps que le Covid le permet. Voilà, il faut savoir aussi que le mineur, donc non émancipé, doit obtenir l'autorisation de ses 2 parents si les 2 ont l'autorité parentale. Un seul des parents ne suffit pas, donc veillez à les prévenir quand même tous les 2 et puis c'est la même chose si vous avez un administrateur légal ou un conseil de famille, donc si vous êtes concerné, pensez à demander leur accord. Pour terminer sur le mineur, il faut savoir que c'est à la personne à laquelle le foyer dans lequel le mineur est rattaché devra déclarer les revenus du mineur. Donc, si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, ce sera à vos parents de déclarer vos revenus. Il ne faudra pas qu'ils l'oublient dans leur déclaration. C'est en ce moment les déclarations, donc pensez-y. Et voilà pour le mineur. Donc, pour le reste des formalités du micro-entrepreneur, vous devez donc avoir 18 ans ou 16 ans, comme on l'a vu précédemment, si vous avez l'autorisation de vos parents. C'est quand même beaucoup moins intéressant puisque si vous avez des charges importantes, par exemple, vous allez percevoir 100 € de chiffre d'affaires, vous devez faire un achat à 75 €, vous allez quand même être imposé sur 100 €. Alors qu'en réalité, votre bénéfice, il est de 25 € puisque vous avez une charge de 75 €. Donc, c'est l'inconvénient un petit peu du régime, c'est quand même un gros inconvénient du régime du micro-entrepreneur. Si vous avez des charges, c'est pas forcément le régime qu'il vous faut. Donc ça, c'est ce que je disais, donc la déduction des charges. Et en cas d'activité déficitaire, donc on paye des charges sociales, des impôts sur les bénéfices qui n'existent pas et on ne bénéficie pas de la franchise de base de TVA. On bénéficie automatiquement de la franchise de base de TVA. Du coup, on ne bénéficie pas de la récupération de la TVA sur les achats. Il faut savoir que sur sur quasiment tout, vous payez de la TVA. La TVA, elle peut être récupérée. Donc, par exemple, j'achète ma chemise. C'est un mauvais exemple parce que vous ne pouvez pas acheter de chemise et le déduire, mais j'achète ma chemise et je veux récupérer la TVA dessus, j'enlève 20% de ma chemise et je récupère cet argent. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce sera plutôt dans le cadre de la société qu'on va pouvoir utiliser ça, mais pour le micro-entrepreneur, en principe, ce n'est pas possible. Et un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'assurance chômage. Donc, si tout s'arrête du jour au lendemain, vous ne bénéficierez pas d'indemnité chômage. Il faut le savoir. Il faut provisionner pour. Si jamais vous êtes influenceur, vous ne savez pas ce que demain est fait, de quoi demain est fait, pardon, et il faut provisionner. De la même manière, donc la responsabilité illimitée sur ses biens personnels, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec votre créancier qui peut prendre tout ce qui est chez vous, en fait, si vous avez des dettes qui correspondent. Voilà. S'agissant donc des sociétés, donc les formalités, là, c'est un petit peu plus long. Il faut rédiger des statuts. Donc, pour rédiger des statuts, je ne peux pas développer tout ce qui va traire à l'EURL, à la SASU, parce que ce serait trop long. Ça devrait faire l'objet d'une masterclass entière et on n'aurait jamais le temps de tout développer. Donc, je vais vraiment généraliser. C'est des gros concepts. Et si jamais vous avez besoin de précision, je vous invite à contacter un avocat qui pourra vous conseiller sur tout ça, et notamment sur la rédaction des statuts. Donc, pour créer une société, il faut rédiger des statuts, un local, déposer le capital social à la banque pour qu'elle vous donne un document qui s'appelle le certificat de dépôt des fonds qui va vous permettre de créer votre société. Il faudra remplir un formulaire qui s'appelle le formulaire M0, déclarer les bénéficiaires effectifs. Donc, les bénéficiaires effectifs, c'est les personnes qui vont bénéficier des résultats de la société. En fait.
Il y a un pourcentage à remplir. J'ai un doute sur le pourcentage, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et il faudra également le publier dans un journal d'annonce légale. Pour créer cette société, vous pouvez vous adresser à un site qui a été créé par l'INPI. Donc, l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Ça s'appelle guichtetentreprise.fr. Pareil, c'est un site qui est très bien fait, très simple d'utilisation. Donc, je vous invite à vous y rendre si jamais vous êtes concerné et si ça vous intéresse. Il faut savoir quand même que pour créer une société, on a des coûts qui sont fixes, qu'on ne peut pas réduire. On a les frais de radiation de micro-entrepreneur. Si avant vous étiez micro-entrepreneur et que vous devez passer dans une URL ou dans une SASU, on a les frais d'immatriculation au greffe, on a les frais de publicité de l'annonce légale, on a le dépôt de la déclaration de bénéficiaire effectif. Ça fait quelques frais qui sont rentabilisés et qui en plus sont déductibles de votre revenu, hein, mais il faut le savoir avant qu'il va falloir prévoir un petit peu d'argent pour ça. Le délai est également un petit peu plus long puisqu'on va avoir la rédaction des statuts, l'ouverture du compte bancaire, le dépôt du dossier, la publicité de l'annonce légale, plus après le délai d'obtention du CABIS. Donc ça dépend à peu près, ça dépend des greffes, mais en moyenne, au bout d'une semaine, normalement, on a un numéro sirène qui va vous permettre de facturer, encore une fois. Et donc voilà, c'est surtout les formalités qui précèdent le dépôt du dossier qui vont mettre un petit peu plus de temps, mais ça peut valoir le coup si vous êtes dans des cas qui le nécessitent. De la même manière, vous pouvez toujours demander l'ACRE. Vous ne pouvez pas demander le versement libératoire, mais vous pouvez toujours demander l'ACRE si vous créez une URL ou une SASU. Et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais peu importe le chiffre d'affaires que vous faites, vous pouvez créer une URL ou une SASU si vous faites moins de 72 600 euros. Ce n'est pas un critère. Donc, de la même manière, donc on va voir les avantages et les inconvénients. Donc, on a le bénéfice qui est imposé et puis le chiffre d'affaires. Donc, avec mon exemple de tout à l'heure, vous avez 100 euros de chiffre d'affaires, une charge de 75 euros. Vous allez être imposé sur les 25 euros. Vous n'allez plus être imposé sur les 100 euros. Donc, ça, c'est quand même intéressant quand vous avez des charges. Vous avez donc la possibilité de déduire des charges, la possibilité d'opter pour la TVA, donc de facturer de la TVA, de la collecter pour l'État et de lui reverser, mais en même temps, la TVA que vous aurez payée, vous pourrez en déduire une partie de ce que vous reversez à l'État. Donc, ça vous fera quand même une réduction, entre guillemets, de l'impôt que vous allez reverser, de l'impôt que vous avez collecté et que vous allez reverser. De la même manière, vous allez pouvoir développer votre activité. Vous allez pouvoir intégrer d'autres associés, ce qui est quand même intéressant si vous avez l'intention de croître et d'augmenter vos effectifs, par exemple, de prendre des salariés, de prendre des associés. Vous voyez que votre chiffre d'affaires augmente, vous n'avez pas besoin de changer de structure, vous pouvez rester dans votre URL, dans votre SASU. On protège également votre patrimoine personnel puisque c'est le patrimoine de la société qui va être utilisé pour rembourser les dettes. Et également, on pourrait envisager la valorisation de la société en vue de la revente. C'est-à-dire que votre société va prendre de la valeur parce que vous avez une communauté de 1 million, 20 000 personnes. Enfin, tout dépend la valorisation va dépendre de la communauté, de l'influenceur, etc. Mais peut-être que vous pourriez envisager donc de revendre la société. Dans votre cas, c'est quand même particulier parce que les influenceurs, c'est quand même très personnel. C'est rattaché à vous, à votre communauté, à votre personne. Donc, la vendre, ça me paraît un petit peu compliqué, à moins que vous fassiez entrer au capital quelqu'un et qui peut-être un investisseur qui aurait envie d'investir sur vous. Et dans ce cas-là, vous pourrez lui revendre une partie de vos parts. Mais sinon, revendre la société en tant que telle, pour moi, c'est un petit peu compliqué dans le cas d'un influenceur parce que tout est basé sur lui. Au niveau des inconvénients, on a quand même la procédure de création qui est plus longue, l'obligation de tenir une comptabilité, donc il faudra quand même tenir compte des honoraires d'un comptable, parce que là, vous aurez besoin de faire appel à un comptable, et vous devrez déposer tous les ans donc, les comptes établis par le comptable, justement, auprès du greffe du tribunal de commerce. Donc, pour schématiser grossièrement, si votre activité correspond plus à un complément de revenus, que vous n'avez pas de gros frais, je vous invite à choisir la micro-entreprise. Si votre activité a la vocation à croître, si vous envisagez de vous associer avec quelqu'un, si vous voulez protéger votre patrimoine parce que, je ne sais pas, vous avez un patrimoine important ou auquel vous tenez vraiment, je vous invite à choisir plutôt la société. Si vous ne savez pas trop ce que ça va donner, c'est vos premiers postes rémunérés, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer,
vous n'êtes pas particulièrement sollicité, je vous invite à choisir le micro-entrepreneur. Mais en tous les cas, le choix de la structure, c'est adapté à chacun. Ça dépend de la situation de votre situation, en fait. Ça va pas être ça dépend pas de conditions comme ça. Ça va vraiment dépendre des envies de chacun, des besoins, de l'activité aussi que vous allez avoir. Donc, n'hésitez pas à consulter un avocat pour vous conseiller ou à prendre conseil auprès même de votre expert comptable, peut-être en fonction de votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à demander conseil parce que c'est vraiment, je sais que c'est pas forcément facile d'appréhender ces notions et il faut vraiment, c'est vraiment des notions importantes. Voilà. Donc là, on va passer. Oui. Il y a peut-être quelques petites questions qui sont pertinentes. Pardon. Tu veux qu'on y réponde maintenant quand on est dans le sujet, avant de passer à la partie suivante. Il y a quelqu'un qui demande comment cela fonctionne si on compte travailler avec des entreprises à l'étranger, notamment s'ils proposent une rémunération sur PayPal, par exemple. Est-ce qu'ils ont des risques vis-à-vis de la loi française, j'imagine? Tout à fait. Alors ça, justement, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure pour les modalités de paiement. Donc, je vais peut-être pas le développer tout de suite, mais vous ne pouvez pas, non, vous ne pouvez pas être payé par PayPal, même par une entreprise étrangère. C'est totalement illégal pour l'entreprise comme pour vous. Vous avez plus à perdre que l'entreprise. Donc, faites vraiment très attention. Soyez vigilants. N'acceptez pas n'importe quoi. Ces entreprises-là font ça pour ne pas payer de charges, d'impôts en France. Vous serez retrouvés et on verra qu'il y a des sommes d'argent étranges qui arrivent sur votre compte. On en parlera tout à l'heure, mais vous êtes de plus en plus contrôlé en tant qu'influenceur. Il y a de plus en plus de contrôles fiscaux qui vous concernent. Donc, ne rigolez pas avec ça. Vraiment, soyez vigilants. Refusez tout ce qui vous paraît un petit peu louche. Vous avez gros à y perdre. Après, il y avait une autre question à laquelle tu as sûrement répondu, mais peut-être que ce serait bien de le rappeler pour que ça soit clair pour tout le monde. Quelqu'un demande, n'ayant pas ou peu de charges, quel statut juridique privilégié d'un point de vue imposition? Alors, dans ce cas-là, si vous n'avez pas ou peu de charges, je vous invite à choisir toutes les autres conditions vous conviennent, je vous invite à choisir le statut de micro-entrepreneur puisque vous avez des charges sociales qui sont réduites et éventuellement à demander de versement libératoire si jamais vous remplissez ces conditions parce que ça va dépendre de votre chiffre d'affaires et que si vous n'avez pas ou peu de charges, ça ne changera rien que vous soyez en société. Après, si votre activité a vocation à croître, on en revient au même problème. Vous pouvez très bien être en société et ne pas avoir beaucoup de charges. Ce n'est pas incompatible non plus. Hein. C'est juste un choix à faire. Micro-entrepreneur, je le conseille uniquement dans le cas où on a peu de postes et peu de chiffre d'affaires quand même. Ok, merci. Et il y a Anaïs aussi qui nous dit que la banque postale lui a certifié qu'elle avait absolument besoin d'un compte pro, un compte bancaire professionnel. Oui. Je l'invite à changer de banque ou à demander ailleurs parce que, évidemment, ils vont tous vous proposer ça. Ils vont tous vous demander ça. Il y a des banques qui sont plus conciliantes que d'autres. Ce n'est pas une obligation légale, en fait. Mais les banques nous y incitent fortement. Moi-même, en tant qu'avocate, on m'a conseillé on m'a demandé de prendre un compte professionnel. Et mon conseiller bancaire, je lui ai dit non. Je ne veux pas d'un compte professionnel, j'en ai pas besoin. Je ne suis pas commerçante, je ne fais pas des transactions toutes les 5 minutes, donc j'en ai pas besoin. Donc je lui ai demandé un deuxième compte courant et il a compris hein, quand je lui ai expliqué. On n'a pas tous la chance d'avoir des conseillers bancaires aussi compréhensifs, mais je vous invite à taper à d'autres portes et peut-être que vous aurez la chance de tomber sur quelqu'un. Après, en soi, c'est pas grave d'avoir un compte professionnel, c'est juste que les frais bancaires sont un petit peu plus élevés. Voilà. Et en tant que micro-entrepreneur avec un versement libératoire de l'impôt sur le revenu, est-ce qu'il faut déclarer son chiffre d'affaires sur la vie fiscale classique? Oui, alors ça, je vous en parlerai juste après. Je vous en parle dans quelques slides, mais oui, tout à fait. Parfait. On entrera dans le détail juste après. Je regarde vite fait s'il y a encore d'autres questions. Sinon, on va avancer sur la suite.
Euh, ok, je pense que la suite, la plupart des choses, tu vas l'aborder après. Donc, je te laisse continuer et je t'interromprai jusqu'à la partie suivante, si jamais il y a Ok, pas de des problème. points que tu n'as pas abordés. Ça marche. Alors, on va commencer par les cotisations sociales. On va voir les cotisations sociales et fiscales, là, tout de suite. Donc, on va commencer par les cotisations sociales. Donc, il faut savoir déjà que depuis le 1er janvier 2020, le régime social des indépendants, dont vous avez peut-être entendu parler, n'existe plus. Tout le monde maintenant est rattaché au régime général de la sécurité sociale. La seule différence, c'est que pour le micro-entrepreneur, lui, il bénéficie du régime dit micro-fiscal. C'est-à-dire qu'il va payer des charges sociales sur son chiffre d'affaires et ces charges sociales, elles s'élèvent à plus ou moins à 22% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même très avantageux parce qu'on va voir après que c'est plutôt autour de 50%. Donc, ça, c'est pour le micro-entrepreneur, on va dire que c'est à peu près 22%. Et c'est toujours, par contre, sur son chiffre d'affaires. Donc, encore une fois, beaucoup de charges, on évite ce régime. En tant qu'entrepreneur individuel, là, vous allez toujours être assujetti au régime général de la sécurité sociale, mais la différence, c'est que les cotisations sociales, elles sont payées sur la base du bénéfice qui est réalisé, donc sur les 25 € sur l'exemple de tout à l'heure, et pas sur les 100 €. Là, comme pour le URL, donc on voit à côté le gérant de URL notamment, l'entrepreneur individuel va payer des charges sociales qui sont comprises entre 35 et 55% de sa rémunération nette. Donc là, ça va dépendre vraiment de 35-55%, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Je ne peux pas tout détailler ici, mais ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais 35%, déjà tabler sur 35%, même sur 50%, et comme ça, vous aurez à peu près ce que vous allez devoir payer. Donc, le calcul des cotisations sociales en URL, ça se fait également sur les bénéfices. Dans le cas d'une URL, à l'impôt sur le revenu. Hier, c'est impôt sur le revenu. Hier, c'est impôt sur les sociétés. Par contre, dans le cadre d'une URL à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, on va payer les cotisations sociales sur les rémunérations et puis sur les bénéfices, plus sur une partie des dividendes. Donc ça, je ne vais pas entrer dans les aspects techniques parce que je vais vous endormir, mais ça diffère selon le régime fiscal. Il faut savoir qu'il y a une cotisation minimale à payer quand on est dans le statut de l'EURL, pardon, même s'il n'y a pas de rémunération dirigeant. Donc, c'est-à-dire qu'une année, vous faites une mauvaise année, vous ne vous versez rien en tant que gérant, vous versez 0. Vous allez quand même avoir 1 042 €, là je prends l'exemple pour 2021, à payer au titre des cotisations sociales. Donc ça, c'est pas neutre quand même, c'est quand même relativement important. Donc il faut quand même aller dans une URL quand on est sûr de faire un certain bénéfice. Voilà, et pour ce qui est de la SASU, donc lui, il est le président de la SASU, il est au régime général de la sécurité sociale parce qu'il est assimilé à un salarié. Et le président de la SASU, lui, il va payer des cotisations sociales sur sa rémunération, donc comme un salarié finalement, qui vont être comprises entre 50 et 70% de sa rémunération nette. Donc c'est comme le salarié, en fait, quand vous percevez un salaire en tant que salarié, votre employeur a déjà payé plus de 50% de votre salaire en charge sociale. Donc en fait, c'est exactement pareil. Et si le président de la SASU ne se verse pas de rémunération, en revanche, il aura 0 cotisation sociale à payer. C'est la différence entre l'EURL et la SASU, c'est quand même qu'on n'a pas cette charge fixe de 1 000 € tous les ans, même si on a fait une mauvaise année et qu'on ne s'est rien versé. Et dans le cadre de la SASU, on a le versement de dividendes qui n'est pas soumis à cotisation sociale. Donc les dividendes, c'est la part de bénéfice qui est répartie entre les associés. Donc si vous êtes associé unique, c'est la part de bénéfice qui vous est attribuée. Vous n'aurez pas de cotisation sociale dessus. D'une manière générale, ce que je peux dire, c'est que je conseille d'opter pour la SASU si vous prévoyez de vous rémunérer annuellement moins de 25 000 €, mais que vous envisagez de vous verser des dividendes. C'est-à-dire, si ça marche, vous versez plus que 25 000 €. En revanche, si vous envisagez de verser un salaire fixe de plus de 25 000 €, optez pour le URL, quoi. C'est peut-être ce qui vous conviendra le mieux parce que les dividendes sont moins imposés. Voilà. Pour ce qui est de la déclaration donc de ces charges sociales, pardon,
Quand vous êtes micro-entrepreneur, vous allez devoir effectuer une déclaration mensuelle ou trimestrielle selon l'option que vous exercerez au moment de votre déclaration initiale du chiffre d'affaires. Donc là, ce sera sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et vous allez verser la somme qui est due immédiatement en télérèglement sur le site. Donc, c'est très simple. Vous verrez, vous allez cotiser, vous allez déclarer, vous validez et juste après, on propose de payer. Vous pouvez payer une semaine après. Il y a un petit délai, mais si vous avez l'argent, payez aussitôt, ce sera fait. Ça vous évitera des majorations en cas de retard. Si vous êtes entrepreneur individuel, gérant de URL ou président de SASU, dans ce cas-là, c'est une déclaration annuelle. Ça s'appelait jusqu'à l'année dernière la déclaration sociale des indépendants, la DSI, et depuis cette année, ça a été fusionné dans la déclaration de revenus sur impôts.gouv. Vous allez voir, vous allez remplir vos revenus normalement, et à la fin, il va y avoir une fenêtre qui va s'afficher avec ce que vous deviez remplir dans la DSI. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à demander à votre comptable ce que vous allez devoir remplir dans quelle case. Ça vous aidera à la remplir ou demander à votre comptable de vous faire votre déclaration si c'est déjà le cas ou à votre avocat fiscaliste. Enfin, peu importe. Mais il faut bien penser que cette année, la DSI, ce n'est pas sur l'URSSAF comme d'habitude, c'est avec la déclaration 2042. Donc, il faut que vous récupériez les informations qui conviennent sur votre espace personnel de l'URSSAF. Si vous oubliez malencontreusement de déclarer les sommes qui entrent dans l'assiette du calcul de l'impôt, vous vous exposez à des majorations, souvent de 40%, et l'application d'intérêts de retard. Donc, c'est quand même important. Je vous invite à faire attention et surtout à respecter les dates que vous trouvez sur le site auto-entrepreneur ou sur le site impôt.gouv pour les autres. Respectez bien ces dates, c'est dommage quand même de payer 10% de majoration, même si c'est que 10%, mais 10% de majoration, ça peut aller vite et c'est quand même dommage. Pour ce qui est de l'imposition, donc pour chacun des régimes, on a des petites différences. Donc pour le micro-entrepreneur, la micro-entreprise, on est imposé donc au régime dit micro-BNC. Donc BNC, c'est les bénéfices non commerciaux, puisqu'on est sur de la prestation de service, on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit. Ou option pour le versement libératoire. Donc je vous le présente juste après, dans la slide d'après, la différence entre les deux. Et en revanche, le micro-entrepreneur ne peut pas facturer de TVA. L'entrepreneur individuel, lui, il est imposé sur son bénéfice, donc sur le chiffre d'affaires réalisé, qui est diminué des charges déductibles à l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les 25 € qui sont imposés donc à l'impôt sur le revenu. Lui, il est assujetti à la TVA au régime réel, donc normal ou simplifié. Ça, c'est pareil, je vous le présente juste après. Et il pourra également adhérer à une association de gestion agréée pour éviter une majoration de son revenu imposable. Et ça, pareil, je vous l'explique juste après parce que c'est quelque chose qui est en train de disparaître, mais pas tout à fait. Donc on va en parler un petit peu. Pour ce qui est de l'EURL, donc en principe, l'EURL, on est imposé à l'impôt sur le revenu, comme l'entrepreneur individuel sur le bénéfice. On peut éventuellement opter pour l'impôt sur les sociétés, mais on va dire que la base, il faut retenir que c'est imposé à l'impôt sur le revenu. Ça, c'est un arbitrage à faire après, au moment de la création, de savoir s'il faut opter ou pas à l'impôt sur les sociétés, mais ça, c'est un choix à faire en fonction de votre activité vraiment. Donc, voilà. Ensuite, on a la possibilité d'opter ou d'être assujetti à la TVA et la rémunération de l'influenceur gérant, c'est pas une charge déductible, alors que dans la SASU, la rémunération en tant que président, elle, est déductible. La SASU, par contre, on va être imposé à l'impôt sur les sociétés, donc c'est un taux qui varie. En ce moment, c'est 26,5% donc de votre bénéfice. Et lui, pareil, il est assujetti à la TVA. Donc, en tant que micro-entrepreneur, on a le choix entre prélèvement à la source et versement libératoire. Le prélèvement à la source, donc c'est le micro-BNC. Vous avez un abattement forfaitaire de 34% qui est appliqué pour la détermination de votre revenu imposable. Donc, c'est-à-dire que vous êtes imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur seulement 66% du chiffre d'affaires. Vous déclarez vos revenus N-1 au mois de mai de l'année N. Donc là, cette année, on déclare les revenus 2020. Et vous payez un acompte d'impôt le 15 de chaque mois ou chaque trimestre.
Et vous pouvez percevoir, ça c'est important, vous pouvez, en cas de trop perçu, vous serez remboursé, alors que dans le cas du versement libératoire, vous ne serez pas remboursé. Le versement libératoire, il est réservé aux auto-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année n'excède pas un certain seuil. Donc là, c'est 27 795 € en 2021. Et vous allez payer 2,2% d'impôt sur votre chiffre d'affaires au titre des BNC. Donc, vous percevez 100 €, vous allez payer 2,2 € d'impôt. Et ça, vous payez automatiquement comme les cotisations sociales sur auto-entrepreneur.urssaf.fr. Donc, pour les obligations fiscales, on déclare mensuellement ou trimestriellement selon l'option exercée. Si on opte pour le versement libératoire, on paye en même temps qu'on déclare et en tout état de cause. Donc ça, c'est la question qui a été posée tout à l'heure. Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisées doit être indiqué dans la déclaration annuelle des revenus N-1, même si vous avez opté pour le versement libératoire. Donc là, je vous ai mis les cases auxquelles ça correspond. Le diaporama vous sera envoyé, donc je pense que je vais pas développer ça. Et de la même manière, si l'influenceur omet de déclarer les sommes, donc si vous omettez des sommes, vous avez une majoration, 10%, 40% et même 80% dans le pire des cas, et l'application d'intérêt de retard. Donc comme je vous le disais, il y a de plus en plus de contrôles fiscaux. Même Caroline Receveur a été contrôlée là récemment. Donc il s'intéresse de plus en plus aux influenceurs parce qu'il voit que c'est un métier qui devient de plus en plus important, qui génère de plus en plus de revenus. Donc vous les intéressez. Faites attention, soyez vigilants, respectez au maximum, respectez les obligations qui vous incombent et veillez, à tout faire dans les temps pour éviter les majorations. Pour la CFE, donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'une exonération de cette taxe si vous remplissez un formulaire avant le 31 décembre de l'année de votre début d'activité, et on notera que le micro-entrepreneur n'est pas soumis si son chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €. La CVAE, je ne vais pas le développer non plus parce que ça s'applique pour les chiffres d'affaires hors taxe qui excèdent 152 500 €, donc vous êtes très peu à être concerné, et je crois que je suis un petit peu en retard. Et adhérer à une association de gestion agréée, c'est parce que j'invite les personnes concernées à le faire, donc celles qui sont dans le petit tableau de tout à l'heure à le faire, puisque avant, on avait une majoration de 25% du bénéfice déclaré si on n'adhérait pas à ce type d'association qui vérifie un petit peu notre comptabilité en dehors de l'administration fiscale et qui nous invite à rectifier certaines choses. Il y a une réforme qui a été mise en place dans la loi de finances pour 2021 qui supprime progressivement cette majoration, mais on va quand même en avoir jusqu'en 2022. Donc, on va éviter les majorations bêtement. On adhère à une association de gestion agréée, ça coûte en moyenne à peu près 200 € l'adhésion, et ça vous fait économiser pas mal d'impôts. S'agissant de la TVA, donc on a 3 régimes. On a la franchise en base, où vous facturez vos prestations hors taxe. Donc pour un micro-entrepreneur, c'est le principe. Dès lors que vous respectez le seuil de franchise de TVA, à savoir 34 400 €. En revanche, dès que vous dépassez ce seuil, il y a un seuil de tolérance qui est de 36 500 €. Dès lors que vous dépassez ce seuil, vous êtes obligé de payer la TVA. Dans ce cas-là, vous devenez assujetti à la TVA à partir du premier jour du mois de dépassement. C'est-à-dire qu'on est le 29 avril. Là, aujourd'hui, vous dépassez les 36 500 €, vous êtes à 36 510 €. Vous devenez assujetti à la TVA depuis le 1er avril. Donc, toutes vos factures que vous allez avoir fait entre-temps, vous allez devoir les rééditer, demander la TVA aux personnes que vous avez facturées en même temps. D'où l'intérêt de facturer tout le monde en même temps à la fin du mois, où c'est parfois plus facile pour la gestion quand on n'est pas assujetti à la TVA et qu'on voit qu'on va approcher le seuil. Dans ce cas-là, il sera nécessaire d'appliquer la TVA sur vos factures. Donc ça, Aurélie va vous en parler juste après. Et il faudra demander un numéro de TVA intracommunautaire au service des impôts des entreprises auxquelles vous êtes rattaché. C'est une mention obligatoire, hein. Donc il faut vraiment l'indiquer. Et donc la franchise en base, on ne facture pas de TVA. Et il y a le régime réel et le régime réel simplifié. Dans ce cas-là, vous facturez vos prestations hors taxe et vous facturez vos prestations à la TVA. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez récupérer la TVA sur vos achats, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et vous avez une déclaration qui est annuelle, mensuelle ou trimestrielle selon le cas. Donc ça, on ne développe pas non plus ici. Pour les modalités de paiement, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on vous propose de vous payer via PayPal sans statut légal, les risques, donc
Pour l'entreprise, si l'influenceur n'a pas de numéro SIRET et qu'il y a un lien de subordination, ça pourrait être qualifié en contrat de travail. Donc là, lui, il devra payer des charges sociales en France, par exemple, pour la société étrangère qui vous propose de vous rémunérer. Et pour l'influenceur, le risque, c'est une requalification en activité occulte. Dans ce cas-là, on a une majoration directe de 80%. Donc, c'est quand même pas neutre et je vous invite à ne surtout pas le faire. Ou au moins vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur, ça prend une semaine. Si on vous paye en nature, donc pas besoin de statut juridique, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en tant que particulier, vous ne pouvez pas percevoir de revenus d'une activité sans être déclaré. Vous pouvez en revanche vous inscrire sur la plateforme Influence for You et gagner des points. Mais toute activité professionnelle doit être déclarée auprès de l'administration fiscale et les revenus qui en découlent seront soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu. Donc maintenant, on va passer aux mentions obligatoires sur les factures. Je vous ai mis sur la slide juste après un exemple de facture, justement, pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on attend de vous quand on demande une facture. Donc, la première chose qui va être importante d'inscrire, ça va être les mentions qui vont être relatives à la facture en elle-même. Donc, ça va être effectivement la date d'émission de la facture et aussi le numéro de la facture. Donc, ça, c'est à vous de le définir, mais ça peut être une séquence chronologique continue. Donc, voilà, 1, 2, 3 ou avec la date, par exemple. Ensuite, les autres choses à bien inscrire sur la facture, ça va être les mentions relatives aux parties. Donc, c'est-à-dire, comme on voit ici, l'émetteur et le destinataire. Salomé, j'arrive pas. Ouais, donc, par rapport à l'émetteur, donc ça va être effectivement votre identité à vous, avec nom, prénom, adresse, numéro tiré, voilà, etc. Éventuel numéro de TVA si vous en avez un. Et côté destinataire, par exemple, si vous adressez une facture à nous, Influence for You, dans ce cas-là, ça va être toutes les informations relatives à Influence for You, pareil, notre adresse, numéro de TVA, numéro d'entreprise. Il faut savoir que quand vous travaillez avec nous, toutes ces informations-là, on vous les donne en amont. Si jamais vous ne les avez pas, vous nous contactez et on vous les donne. Et pour toutes les collaborations qui passent en direct via la plateforme, tout est bien détaillé aussi sur notre plateforme et vous retrouvez vraiment toutes les infos directement dans la partie statistiques, qui est l'endroit où vous pourrez déposer aussi vos factures. Donc ensuite, la partie juste en dessous, ça va être toutes les mentions qui vont être relatives à la prestation. Donc, on va retrouver éventuellement un numéro de bon de commande, la date de la vente de la prestation, le détail du service que vous allez rendre. Voilà, tout ce qui va pouvoir permettre de qualifier justement la prestation qui a été vendue. Et aussi, évidemment, le prix hors taxe. Il faut savoir que nous, par exemple, sur Influence for You, tous les tarifs, quand il y a des collaborations rémunérées, le tarif, on l'annonce toujours en hors taxe. Comme ça, qu'on s'adresse à quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou qui est une entreprise, le tarif qu'on annonce est le même. Et ensuite, vous êtes libre, vous, de vous facturer la TVA ou non, si vous êtes assujetti à la TVA. Donc ensuite, on va avoir effectivement les mentions relatives à la TVA. Là, par exemple, sur cet exemple de facture, on voit que la TVA est non applicable. Mais en revanche, si vous devez nous refacturer la TVA, ça sera indiqué et il y aura le total avec le prix TTC qui sera bien indiqué en bas de la facture. Et une dernière chose, ça va être tout ce qui va être les mentions relatives au paiement de la facture. Donc là, c'est inscrit sous le nom de conditions. Donc, ça va être tout ce qui va être date et délai de paiement, les taux et pénalités de retard, voilà, tout ce type d'informations à inscrire. Et dernière chose qui va être facultative, ça va être, voilà, si vous avez un RIB, n'hésitez pas à le mettre directement sur la facture aussi, si jamais vous ne l'avez pas déjà communiqué. Nous, pour simplifier vraiment à l'agence, pour simplifier ça, c'est pour ça qu'on a la plateforme qui nous aide à tout centraliser. C'est vrai que dans le cadre de toutes nos collaborations, on vous demande généralement de passer via notre plateforme. Comme ça permet de tout automatiser. Vous avez déjà votre RIB qui est pré-rempli. Vous pouvez même éditer des factures automatiques si vous n'avez pas envie de les écrire. Vous pouvez aussi, bien sûr, déposer vos propres factures. Mais on essaye de vous simplifier ces démarches-là pour que tout se fasse de manière simple, efficace et automatique. Il faut savoir que si vous ne respectez pas ces mentions obligatoires, vous aurez
éventuellement une amende fiscale de 15 € par mention manquante. Donc, si vous multipliez par le nombre de factures et le nombre de mentions, ça peut aller très, très vite. Et vous pouvez avoir en plus une amende donc, qui va de 75 000 € pour une personne physique à 375 000 € pour une personne morale et qui peut être doublée en cas de défaut de facturation, de facture de complaisance ou de facture fictive. Donc, si vous facturez des prestations que vous ne faites pas réellement, vous pouvez avoir une amende de 150 000 €. Il suffit qu'il manque en plus une mention obligatoire et là, on rajoute 15 € à chaque fois. Et dernière partie, ça va être donc au sujet des contrats. Donc, pour rappel, c'est vraiment indispensable de signer un contrat pour chacun de vos partenariats que vous allez faire avec les marques ou même avec les agences. Donc, chose à inscrire dans un contrat, ça va être tout d'abord évidemment d'écrire la prestation. Donc, qu'est-ce qu'on attend, enfin, qu'est-ce qu'attend de vous la marque, quels sont les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pouvez lui offrir. Ensuite, il y aura toujours une date d'exécution de la prestation ou en l'occurrence des posts sur les réseaux sociaux. Il va falloir aussi définir les modalités de votre rémunération, savoir si elle est en nature ou un préfixe par exemple. En tout cas, c'est nécessaire de faire un contrat, évidemment, quand il y a aussi rémunération en nature. Ça, c'est vrai que c'est pour vous protéger, protéger en fait, ça vous permettra de protéger à la fois la marque et à la fois vous, de faire un contrat très clair pour éviter qu'il y ait tout souci et qu'on vous demande des choses qui n'étaient pas convenues à la base. Le contrat va aussi permettre éventuellement de voir s'il y a une cession de droit à l'image pour que la marque utilise vos contenus, voilà, tout type de choses. En tout cas, nous, chez Influence for You, on vous fera toujours signer des contrats pour tous les projets. Donc, généralement, c'est nous qui vous faisons un contrat, qu'on vous fait valider et qu'on vous fait signer. Il y a certains cas où il peut par exemple y avoir aussi, le contrat peut aussi venir de vous si la marque ne vous en propose pas. Enfin, surtout, n'hésitez pas à le faire. Et par rapport à la plateforme, donc notre plateforme Influence for You et sur les autres plateformes, généralement, il n'y a pas de contrat, mais c'est parce que quand vous vous inscrivez sur ces sites-là, vous allez devoir cocher les conditions générales d'utilisation. Et donc, c'est ça qui va faire foi de contrat quand vous ferez des collaborations sur ces plateformes. On a mis 2 points aussi auxquels il faut faire attention. Ça va être au dropshipping. Surtout, vérifiez bien avec qui vous contractez pour rester crédible. Là, c'est vraiment un point annexe, mais c'est plus un conseil pour vous de vraiment faire attention avec qui vous travaillez pour ne pas perdre en crédibilité face à votre communauté. Et aussi, faites attention à la requalification en contrat de maintien. Par exemple, si vous percevez des cadeaux, ils devront être déclarés comme des avantages en nature imposés en tant que salaire. Donc ça, il faut bien le savoir. Et donc, tout dernier point, ça va être ce qui concerne les mentions obligatoires. Donc, quand vous engagez à créer un contenu, donc en échange d'une contrepartie, donc qui peut être financière, mais aussi juste simplement des dotations, il faut vraiment indiquer qu'il s'agit d'une collaboration commerciale. Et ça, il faut le faire vraiment de manière explicite et instantanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le faire en début de post pour ne pas avoir à cliquer ou à scroller. Idéalement, via les outils que met à disposition YouTube et Instagram pour indiquer qu'il s'agit d'une communication commerciale. Donc, par exemple, sur Instagram, on voit partenariat avec ou en collaboration, je ne sais plus quels sont les mots exacts, mais c'est indiqué directement sous votre pseudo. Sur YouTube, ça va être indiqué directement sur la vidéo aussi de manière automatique. Ou si vous n'avez pas ces outils-là, il n'y a pas du tout de problème pour l'indiquer dans la description. Dans ce cas-là, il faut l'écrire clairement en écrivant sponsorisé, par exemple, partenariat ou collaboration. Par contre, il faut éviter tout ce qui va être les hashtags ads ou en tout cas toutes les mentions qui ne vont pas être assez explicites. Après, comme on a écrit, au-delà de l'aspect légal, voilà, c'est surtout aussi ces mentions-là, vous les devez par transparence auprès de votre communauté qui a confiance en vous. Et comme on va le voir juste après, comme je l'ai écrit juste en dessous, il y a aussi des pénalités qui peuvent être faites si vous n'êtes pas transparent avec votre communauté. Donc effectivement, quiconque affirme faussement ou donne l'impression qu'il n'agit pas à des fins commerciales ou se présente faussement comme un consommateur, il peut être puni d'un emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende de 300 000 €. On voit que c'est pas rien. Et chose à ne pas oublier, c'est que il y a aussi des lois et des règles à respecter.
notamment quand on fait des collaborations sur certains secteurs. Il y a des règles légales à respecter, par exemple, pour tout ce qui va être communiqué autour de l'alcool, avec la loi E20, des produits financiers, autour de la santé, les jeux d'argent et de hasard, l'automobile, etc. Donc, il y a vraiment certaines règles aussi qui sont applicables selon le secteur, et ça, il faut vraiment faire attention à ça, parce qu'il peut aussi y avoir des pénalités là-dessus. Donc, voilà pour la présentation. Je pense qu'on a répondu à pas mal de vos questions, mais pour ceux qui veulent rester encore, je pense je vais repasser encore quelques petites questions qui ont été posées, auxquelles soit on n'a pas répondu, soit qui n'étaient pas forcément très claires, si vous nous avez reposé la question. Je vais regarder aussi. Alors, il y avait... Alors pour IGRAL, effectivement, ça n'a rien à voir avec la rémunération d'un influenceur. Vous n'avez pas besoin de vous déclarer le cashback que vous recevez. C'est comme si c'était une réduction. Il y a une question pertinente qui dit, quand on lance la micro-entreprise, il est possible de mettre un peu de temps à avoir des revenus. Est-ce que l'exonération des cotisations sociales via l'ACRE peut être suspendue sur les mois sans revenus? Alors, non, pas du tout. Malheureusement, pas du tout. J'ai une autre question. Y a-t-il des risques de se ruiner? J'ai entendu que certaines personnes avaient eu beaucoup de choses à régler, plus que ce qui était prévu sur les impôts, et s'étaient endettées. Alors là, c'est le problème quand vous ne provisionnez pas et que vous dépensez tout ce que vous recevez. Et En fait, ce qu'il faut, c'est évaluer à peu près combien vous allez devoir. Donc déjà, si vous avez une micro-entreprise, il faut savoir qu'il faut que vous provisionniez minimum 22% pour vos cotisations sociales. Et après, il faut que vous provisionniez également pour l'impôt. Donc si vous êtes au versement libératoire, si vous remplissez les critères, c'est 2,2%. Donc là, c'est pas très compliqué de faire le calcul. Vous avez 22% plus 2,2, donc vous provisionnez à peu près 25% et c'est à peu près OK. En revanche, pour les autres, il faut faire une simulation sur le site impôt.gouv, vous pouvez faire la simulation. C'est souvent comme ça qu'on se ruine. Après, évidemment, si vous achetez tout sur le compte de votre micro-entreprise et que vous n'avez pas les moyens, pas les revenus qui suivent, comme je vous le disais, vous êtes responsable sur votre patrimoine personnel. Donc oui, vous pouvez vous ruiner. Il faut être raisonnable, mais comme vous l'êtes dans la vie de tous les jours. Vous n'iriez pas vous acheter une Porsche si vous n'avez pas les revenus qui correspondent. C'est pareil avec votre micro-entreprise. J'ai une autre question. En tant que fonctionnaire à temps complet, nous avons une dérogation pour les productions des œuvres de l'esprit. Dans la mesure où nous sommes créateurs de nos contenus, textes et photos et vidéos, peut-on entrer dans ce cadre? Alors normalement, non. Moi, à chaque fois que j'ai demandé, non, mais vous pouvez toujours faire la demande auprès du comité de déontologie. En fait, c'est surtout, ne prenez pas le risque de le faire sans l'avis de la commission. C'est le conseil que je vous donnerais. Surtout demandez à la commission de déontologie parce que vous voyez que les sanctions sont quand même très très lourdes derrière. Même en tant que, même si vous considérez que c'est une œuvre de l'esprit, peut-être que le jour où vous ferez n'importe quelle erreur et où ils chercheront à vous sanctionner pour quelque moyen que ce soit, même si vous avez une décision, un accord oral, surtout ça suffit pas. Ayez un accord écrit parce que faut que ça puisse leur être opposable, sinon ça sert à rien et ce sera très très embêtant pour vous. J'ai aussi, et en cas de dépassement de la limite de la micro-entreprise, on m'a dit qu'il valait mieux créer une nouvelle EURL, plutôt que de transformer sa micro-entreprise en entreprise. Est-ce une bonne pratique? Alors là, j'ai pas trop compris. Il vaut mieux la transformer en quoi? En entreprise individuelle, en fait, c'est ça? Quand Ouais, on dépasse le EURL. seuil. EIRL, c'est ça? Oui, ouais. Je suis Oui, désolée, ça. j'ai mal entendu. Alors, oui, vous pouvez. En fait, c'est ce qui se passe quasi automatiquement. En fait, dès que vous dépassez le seuil, vous basculez dans le régime de l'entreprise individuelle. Vous pouvez, après, c'est toujours le même problème. Il y a le problème des cotisations, des dividendes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'est un arbitrage à faire entre tout.
c'est pas, on dépasse le chiffre d'affaires, donc on fait, une entreprise individuelle. Ça dépend vraiment de plusieurs facteurs et il faut que ce soit une solution qui soit adaptée à votre situation. Je suis désolée, je peux pas être plus précise, sur ce point. Ensuite, quand on a une SASU, je sais pas comment on dit, SASU. Si, SASU, c'est bien. On peut SASU, dire c'est comme bien. on veut. Merci. Donc, quand on a une SASU ou une EURL, est-ce qu'on peut avoir plusieurs casquettes comme en tant qu'auto-entrepreneur? Par exemple, être influenceur plus vendeur de bijoux sur Internet. En gros, est-ce qu'on peut avoir plusieurs domaines d'activité? Alors, oui, mais en fait, quand vous allez créer une société, vous allez devoir définir un objet social. Si votre objet social est un peu trop décousu, déjà, ça sera bizarre. Si jamais dans votre objet social, vous avez la création de contenu et l'activité de vente de bijoux, déjà, on a la prestation de service et la prestation commerciale. Donc, déjà, ça commence à être un petit peu bizarre. Et en plus, là où je vous inviterai à créer 2 sociétés, donc, en tant que micro-entrepreneur, ça pose pas de souci d'avoir deux activités, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans une société, je vous invite à faire plutôt 2 sociétés. Déjà parce que si votre activité prend de revente de bijoux ou de vente de bijoux, prend de la valeur, vous pourrez céder votre société et vous n'aurez peut-être pas envie de céder votre activité d'influenceur en même temps. Donc, il vaut mieux individualiser les 2 afin que ce soit plus facile et même imaginez que, votre activité de vente de bijoux, ça marche pas du tout et que votre activité d'influenceur, ça marche du feu de Dieu. Vous allez avoir, une activité qui va plonger et une entreprise qui va peut-être faire faillite et l'autre qui va être en pleine expansion et qui aurait été, complètement, qui aurait pu être liquidée alors qu'elle n'avait pas besoin de l'être et que vous gagnez très bien votre vie sur l'autre, quoi. Donc au niveau responsabilité de la société, moi je vous invite à en faire 2, mais c'est pas une obligation. C'est juste que c'est un petit peu décousu de faire, une activité pour ces 2 choses qui sont un petit peu différentes. Si vous faites, plutôt influenceur et à côté, vous êtes vidéaste, ça se rejoint. Donc là, vous pouvez faire la même société. C'est plutôt au niveau des activités qui se ressemblent et de l'objet social qui doit être, comment dire? Qui doit être, uniforme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu, que tout concorde un petit peu dans l'objet social. Ensuite, j'ai une question d'Audrey qui dit bonjour, j'ai pris note des informations sur les fonctionnaires, mais qu'en est-il des assimilés fonctionnaires? Je ne sais pas s'il y a une différence. Alors ça, je sais pas du tout. Encore une fois, je vous renvoie à la commission de déontologie et à votre contrat parce que si vous êtes assimilé fonctionnaire, je suppose que vous avez un contrat privé. Faudrait regarder si vous dépendez d'une commission de déontologie, référez-vous à eux et prenez pas de risque, surtout, assimiler fonctionnaire, c'est vraiment moi je prendrais pas le risque. Je vous conseille, vivement de les consulter. J'ai une autre personne, c'est un peu lié, donc elle est fonctionnaire à temps plein. Elle a demandé un temps partiel pour créer une micro-entreprise. Donc cela lui a été accordé pour 2 ans, demande non renouvelable. Que se passera-t-il au terme de ces 2 années? Est-ce qu'elle va devoir arrêter sa micro-entreprise ou est-ce qu'elle pourra peut-être demander à la renouveler? En fait, au bout des 2 ans, elle doit faire un choix entre l'un ou l'autre. Ok. Très bien, je note. Est-ce que tu aurais des logiciels de facture à recommander? Alors, des logiciels de facture, non, mais sur la base du modèle qu'Aurélie a préparé, vous avez déjà un maximum d'informations. Je sais qu'il existe des sites de facture sur internet. Moi, je trouve que quand on est micro-entrepreneur, c'est peut-être pas le principal, parce que vous allez avoir un forfait tous les mois et ça se fait très bien tout seul. Enfin, même moi, je le fais sans logiciel, mes factures, je les fais sans logiciel. Je les fais j'ai une base avec un Excel et un tableau Excel et ça se fait un petit peu tout seul, mais vous pouvez l'automatiser assez facilement. Il y a des modèles même de factures au format Excel sur internet, c'est gratuit et donc vous pouvez si vous voulez, ça existe, mais j'en ai pas à vous conseiller, je suis désolée. Après, sur la plateforme Influence for You, il me semble que vous pouvez les éditer. Oui, on a un système qui permet de faire des factures automatiquement sur les projets qui ont été faits avec nous. Ensuite, je vois une question auquel je pourrais peut-être répondre. C'est si une marque nous envoie un produit sans rémunération,
devons-nous quand même signer un contrat? Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, ça va dépendre si vous avez des engagements vis-à-vis de la marque. Ça peut être intéressant. Après, je sais qu'évidemment, souvent, les marques envoient des produits, envoient des mails dans lesquels elles vont demander certains contenus sur les réseaux sociaux en échange de l'envoi du produit. Donc, vous recevez les produits et vous faites les contenus ou non, finalement. En tout cas, la marque, s'il n'y a pas eu de contrat, la marque ne pourra rien vous reprocher si vous ne faites pas les contenus, mais par contre, ça vous décrédibilise vraiment vis-à-vis de la marque. Donc, en fait, s'il y a un vrai engagement derrière, on va quand même vous recommander de signer des contrats, du moins pour statuer la relation et puis s'assurer que tout soit fait dans les deux parties, en fait. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Salomé, ou si... Non, mais non, je pense que tu as tout dit. Sur ça, en tout cas, tu as tout dit. Après, je vois quelqu'un qui a dit « Je suis fonctionnaire hospitalière n'ayant pas le droit d'être micro-entrepreneur. Du coup, comment exercer l'activité d'influenceur ?» Ça, malheureusement, désolée, comme ça a Salomé... Ah oui, ça a coupé, j'ai rien entendu. Ouais, pardon. Donc, je lisais le commentaire de Roxane qui disait « Je suis fonctionnaire hospitalière n'ayant pas le droit d'être micro-entrepreneur. Du coup, comment exercer l'activité d'influenceur ?» Pour ça, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas vraiment de solution et qu'en tant que fonctionnaire hospitalière, malheureusement, Roxane, tu ne pourras pas, en tout cas, créer ta micro-entreprise et percevoir des revenus pour cette activité. Il va falloir demander un temps partiel comme l'autre personne qui nous a demandé tout à l'heure et au bout de 2 ans, il faudra également choisir. Franchement, il y a encore pas mal de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes. On peut peut-être encore en faire quelques-unes. J'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur les frais de fermeture d'une micro-entreprise. Alors oui, il y en a. Il y a des frais, c'est peu élevé. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est, disons, une 50aine d'euros maximum. Voilà. Et peut-on créer une auto-entreprise au nom de notre conjoint et facturer en son nom? Alors non. Non, ce serait plus facile pour les fonctionnaires, effectivement. Mais non. Après, si ça concerne votre enfant et que votre conjoint a envie d'être influenceur et de présenter des produits avec votre enfant, etc., oui, il n'y a pas de problème. Mais si votre conjoint n'y participe pas, non, pas du tout. Et puis vous ne pourrez pas être rémunéré au travers de votre conjoint. Sa responsabilité sera engagée, vous avez quand même beaucoup de risques. Je vous invite absolument pas à le faire. Je vois, il y a Sabrine aussi qui demande qu'elle a eu un souci de formulaire et elle est catégorisée en activité commerciale, donc BIC, au lieu de BNC. Auprès de qui doit-elle faire les démarches pour changer ça? Alors, Sabrine, si tu es sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, tu vas dans la messagerie et normalement, on peut leur signaler les erreurs du formulaire. Si ce n'est pas dans les catégories, il faut aller dans autre sujet et leur expliquer. Normalement, il n'y a pas du tout de soucis. Ils régleront tout ça. Ça peut venir de chez eux comme de nous au moment de la création. Donc, ce n'est pas un problème. Si c'est juste une erreur matérielle, il n'y a pas de sujet. Alors, je vois des questions auxquelles on a déjà répondu. On sélectionne peut-être encore 2 et puis on va s'arrêter là. Okay. Alors, il y a par exemple Mylène qui souhaite monter une agence regroupant plusieurs influenceuses. Quel statut elle doit demander? Et elle demande aussi si elle doit déclarer toutes les personnes et déclarer leurs revenus perçus. Alors, déjà, ça dépend vraiment ce qu'elle veut faire. Si jamais c'est une agence qui gère les contrats, etc., qui perçoit un pourcentage sur les contrats, il faudra juste uniquement déclarer les contrats qui seront, enfin, la rémunération qu'elle percevra sur les contrats qu'elle aura négociés. Donc, prenons un contrat avec, je sais pas, 20% d'honoraires en tant qu'agent. L'influenceur gagne 1 000 euros
et elle a une commission de 20%, elle devra déclarer uniquement les 200 euros. Pour s'agissant du statut, là, ça va vraiment dépendre. Encore une fois, je pense, il n'y a pas de difficulté à demander à être micro-entrepreneur, mais en tant qu'agent, il y a quand même des règles spéciales à respecter. Donc, je l'invite à quand même à prendre contact avec un conseil pour définir tout ça, voir quelles obligations spéciales elle doit respecter, parce que c'est quand même un petit peu plus spécifique, à voir si elle rentre dans la classification d'agent d'artiste ou pas, en fait. Ok, donc dernière question qui effectivement est intéressante. Donc c'est de Greg ça concerne Twitch. Donc si je comprends bien, en fait sur Twitch, va verser une rémunération aussi aux créateurs. Et en l'occurrence, s'il dépasse le seuil des 36K à l'année, comme c'est un versement qui se fait directement depuis le réseau social, c'est pas lui qui facture en fait finalement Twitch. Comment il fait pour pouvoir facturer cette TVA? Alors normalement, sur ce type de plateforme, si vous allez dans votre espace, donc dans mon compte, vous pouvez indiquer dans vos informations si vous êtes assujetti ou non à la TVA. Donc dès que vous voyez que vous allez être assujetti, vous allez cocher la case assujetti à la TVA. Normalement, si le logiciel est bien fait, c'est rétroactif et dans ce cas-là, il vous reverse la différence depuis le début du mois. Sinon, vous leur faites une demande via la messagerie, encore une fois, en leur demandant en leur expliquant que depuis telle date, vous êtes assujetti à la TVA, vous leur transmettez la facture qui correspond et une facture rectificative du coup, et normalement, ils sont dans l'obligation de vous verser la TVA. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait un peu plus, ça fait 1h30 qu'on est là, donc je pense qu'on a répondu déjà à pas mal de questions. Comme on vous l'a dit, on va vous envoyer cette présentation. Effectivement, pour la précédente masterclass qui avait été faite, on n'avait pas pu vous envoyer le PPT qui avait été présenté par Instagram. Celui-ci, on va pouvoir vous l'envoyer sans souci, donc vous le recevrez soit aujourd'hui ou plus tard. En tout cas, vous allez le recevoir sur votre boîte mail. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous répondre et à vous les poser. On essaiera d'y répondre. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé à cette masterclass et très bonne soirée. Merci, bonne soirée.